Bonjour et bienvenue dans l'épisode 118 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je partage le micro avec Marie, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Pimp My Class, pour vous parler des compétences psychosociales en classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Les compétences psychosociales sont toutes les compétences de vie que nous mobilisons pour faire face aux différentes situations de vie et nous les utilisons toute la journée. Elles ont donc un réel impact et un réel enjeu en termes de santé et de prévention. Marie et moi avions à cœur de vous en parler car c'est l'un de nos sujets favoris. D'ailleurs, dans le podcast, il y a plus d'une dizaine d'épisodes qui traitent des différentes compétences psychosociales. Mais si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite avant toute chose à aller réécouter l'épisode 42 qui présente ce que sont les life skills, les compétences psychosociales. Et je vous laisse maintenant écouter notre échange et je vous en souhaite une belle écoute. Donc bonjour Marie. Bonjour. Et bienvenue dans cet épisode de podcast. Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas Donc je m'appelle Marie, j'ai 37 ans. Je suis prof des écoles depuis 15 ans, maman de 2 enfants. Et j'ai eu un parcours un peu atypique dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai fait une première année dans l'enseignement ordinaire et je suis vite passée sur l'ASH, donc en faisant fonction, une année post-E et ensuite CLIS. Et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai passé le cap ASH qui m'a beaucoup apporté. Et là, ça fait 6 ans que je suis de retour dans l'ordinaire et que j'ai balayé pour l'instant du CP au CM1 tous les niveaux. Et donc, quand on te suit sur les réseaux, on voit que finalement, ce parcours peut-être dans la SH a eu un impact dans ta pratique aujourd'hui. Oui, je pense que la formation que j'ai eue pour le CAP ASH a de toute manière été un gros boost dans ma façon d'appréhender l'enseignement. Que j'ai appris plein de choses dans cette formation-là que j'avais pas eu en formation initiale. Et notamment tout ce qui tourne autour de la psychologie de l'enfant et du lien qu'on peut mettre dans la relation avec les enfants. Et aussi sur la manière de voir l'individualité de chacun. Parce qu'en CLIS, j'avais 12 élèves et on était 2 avec une AESH. Et du coup, pour moi, le plus important quand les enfants arrivaient, c'était qu'ils se sentent bien. Parce que souvent, c'était des enfants qui avaient été un petit peu abîmés dans leur parcours scolaire. Et donc, le principal pour moi, c'était que la première étape, c'est qu'ils arrivent et qu'ils soient contents de venir dans la classe. Et ensuite, on partait sur les apprentissages. Mais je pense que ça, déjà, c'était un bon terreau aux compétences psychosociales. Ouais. Et ben justement, et ta rencontre avec les compétences psychosociales, en tout cas, en étant capable de les nommer et de les identifier, comment ça s'est passé, à quelle occasion ? Du coup, quand je suis retournée dans l'ordinaire, ça a été très dur pour moi, la bascule 12 à 27, et puis de plus avoir ce temps justement individuel avec chaque enfant, de prendre le temps, ça a été compliqué. Et je sais pas, ponctuellement comme ça, il y a des choses qui sont venues, mais je ne savais pas encore nommer les compétences psychosociales, mais autour du bien-être par exemple. Prenez ce dont vous avez besoin, tu sais, les petits affichages sous forme de petites annonces, donc je faisais des petites choses comme ça, ou tout ce qui était autour de la coopération, voilà, c'était vraiment très ponctuel. Et les années post-Covid, il y a eu une rentrée très très compliquée pour moi avec les enfants. Je les sentais comme une classe en vrac, c'est-à-dire j'arrivais pas à fédérer mon groupe, j'arrivais pas à amener ce que je voulais amener dans les séances. Et en discutant un petit peu autour de moi, on m'a soumis l'idée de faire des débats philo. Et de partir d'un débat philo que j'aurais pas du tout pensé, qui était autour de la sécurité. Et du coup, très vite, en fait, ces élèves-là que voilà, j'arrivais pas à capter, ils étaient complètement avec moi. Et autour de la sécurité, ce qui m'a marqué, c'était que pour eux, la sécurité, était apportée par la police, les pompiers, enfin des trucs assez violents en termes de sécurité. Ouais. Quand on arrive à un degré d'urgence... Voilà. Exactement, donc je pense que c'était lié à ce qu'on avait vécu au Covid, et des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées ou ressenties.
Et du coup, on a développé, on a essayé de dérouler un petit peu, mais oui, mais la sécurité, elle peut venir pas dans cet état d'urgence, en fait. Et donc, on avait déroulé, la sécurité, elle peut venir des parents, elle peut venir des amis, et puis de l'enseignant, ou des personnes référentes dans son entourage. Et là, j'avais senti déjà comme un apaisement général de ma classe qui m'avait vraiment bluffée. Et par hasard, quelques mois après, j'ai découvert dans le magazine Innovation en éducation un article qui abordait l'association Scolavie, qui a été créée par Laure Reynaud et qui abordait ses compétences. Donc déjà dans l'article, moi ça m'a fait plein de pistes quoi. Wow, ça importe un nom, c'est voilà, et puis c'est des compétences pour le coup très présentes dans le milieu privé et puis aussi dans les entreprises en fait. On en parle maintenant, les soft skills, c'est des compétences du 21e siècle, il faut les développer. Et donc là je me suis dit waouh, il y a un truc à faire. Et je suis allée sur le site de Scolavie, donc je me suis, j'ai lu, j'ai pris, et j'ai vu que chez Retz, ils avaient sorti l'ouvrage Développer les compétences socio-émotionnelles, et donc tout est parti en fait de ça, de Scolavie et de cet ouvrage chez Retz. Ouais. Et j'adore ce que tu dis, c'est le moment où, parce qu'on fait plein de choses avec de l'intuition. Moi, quand tu parlais, je me rappelais aussi moi en classe quand j'avais fait des constats similaires où on essaye pareil de mettre de la coopération, de passer par l'entrée bien-être, mais sans réussir forcément à identifier que ce sont des compétences, mais plus des besoins et du coup sans imaginer ou sans voir comment on peut les développer de manière explicite. C'est-à-dire qu'on essaye d'insuffler des petites activités dans nos classes pour amener du bien-être, mais ça se transforme pas forcément en apprentissage explicite. Et pareil, quand j'ai découvert le concept de compétences psychosociales, je pense que c'était sûrement à peu près au même moment. En tout cas, que j'ai pu mettre un mot dessus, c'était fin 2020, post-Covid aussi. Je me suis dit, ben voilà, mais oui, tout c'est clair. J'ai lu l'ouvrage de Retz aussi, j'ai essayé d'aller voir, m'auto-former, et de se dire, ben oui, en fait, on les mobilise tout le temps. Elles sont essentielles pour pouvoir faire face aux différentes situations de la vie, mais à de l'école aussi, et au travail. Et on attend souvent que les élèves les aient ou les développent tout seuls, alors qu'en fait, on a un rôle important à jouer pour pouvoir les développer et pour pouvoir les développer de manière consciente, nous, de notre point de vue d'enseignant, mais aussi chez les élèves. Être capable de les mobiliser, de se dire, j'ai besoin de cette compétence, ou je l'ai, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui a changé du coup dans ta pratique depuis que tu enseignes les CPS, que tu les mets au cœur de ta pratique? Donc tout ce travail et ça a commencé donc cet aspect autour de la sécurité. Après on a découlé les émotions et leurs besoins, et déjà ça c'était un peu ce que j'avais pu expérimenter en CLIS, c'est-à-dire les enfants arrivaient en ayant confiance déjà dans un espace qui leur était propre et dans lequel ils se sentaient bien. Et déjà pour moi, c'était comme si j'avais mis mon terreau de base à tout mon enseignement en fait. En tout cas maintenant je le vois comme ça, c'est-à-dire que tant que j'ai pas une classe qui est dans cet état global, je peux pas aller sur autre chose. Donc vraiment pour moi le mois de septembre c'est un mois où si j'ai de nouveaux élèves, je vais installer ce climat-là grâce aux compétences socio-émotionnelles. Parce que sinon je sais que pour certains, tout ce que je vais essayer de mettre autour de compétences hardware, ils appellent ça, le français, les maths, etc., ça marchera pas, ça tiendra pas parce que les fondations, elles sont pas là. Pour moi, un enfant qui se sent pas en sécurité et écouté, et il ne peut pas rentrer sereinement dans les apprentissages, et en particulier les élèves qui ont des difficultés, parce que finalement, se lancer dans une activité dans laquelle on n'est pas sûr qu'on va réussir, ça peut être violent en termes d'émotions, de ressenti, et il faut que les enfants soient en confiance. Donc vraiment pour moi c'est un climat qui est apaisé, serein, joyeux parfois, et dans lequel les enfants peuvent s'investir et investir leur personne dans les apprentissages. Ouais. Et puis il y a cette idée aussi que il y a un double apprentissage du coup, c'est-à-dire que quand tu parlais de la situation où tu te lances dans une activité que t'es pas sûr de réussir, il y a à la fois la compétence, tu disais hardware, mais voilà la compétence technique ou disciplinaire que tu es en train de travailler, et puis en même temps il y a cet enjeu d'apprendre à comment je peux me comporter ou comment je peux faire pour quand même m'engager dans la tâche malgré le stress ou l'inconnu, etc. Et que ça,
quand on arrive à se voir faire ou quand on arrive à l'identifier, eh ben on peut déjà en parler, même si on n'a pas encore les réponses, on peut se dire ben voilà, là je me sens, je sais que je ressens ça. Et donc en termes de conscience de soi, c'est important. Et puis ensuite, petit à petit, dire ah ben finalement j'ai réussi, j'ai mis ça en place, échanger avec les autres. Ben moi quand je me sens comme ça, je fais ça. Ah ben pourquoi pas, de voir que je suis pas le seul ou la seule à ressentir ça. Ouais, exactement. Donc là, au niveau de tes élèves, est-ce qu'il y a autre chose que tu as remarqué? Une meilleure connaissance d'eux-mêmes. C'est ce que tu disais, hein. Déjà, quand ça part des émotions, repérer son émotion, comprendre quel est le besoin qui en découle, soit se le procurer soi-même, soit aller le rechercher. Donc ça, ils vont effectivement être davantage dans la communication. Et il y a une confiance aussi qui s'installe avec l'enseignant, c'est-à-dire qu'un enfant qui va pas du tout sentir la poésie en classe, devant toute la classe, va oser venir me voir en me disant « Ah maîtresse, là ça va pas du tout, est-ce que je peux juste la réciter à toi au bureau ?» Ben, pour cet élève-là, oui. Et puis je vais lui dire « Bien sûr, mais t'essaieras la prochaine fois, ok, mais là je te donne cet espace de sécurité. » Du coup, je trouve que c'est davantage dans la communication, la confiance, et que les enfants, il va moins y avoir aussi cet aspect de compétitivité. On va aller aussi discuter avec les autres, chercher une information, échanger, et donc la coopération, elle se fait aussi plus facilement. Ouais. J'aime beaucoup le lien finalement fait là dans ton expérience entre la sécurité. Comment de la sécurité, en fait, ça a pu permettre de découdre et d'arriver jusqu'à ces compétences psychosociales et le fait de rechercher aussi, d'identifier et de rechercher de la sécurité pour soi et que ce soit aussi de la sécurité émotionnelle, de la sécurité relationnelle, etc. Donc tu as évoqué les élèves, tu as évoqué un peu le climat de classe et pour toi, qu'est-ce que ça change pour toi ? C'est plus agréable, de toute manière. On a l'impression d'être vraiment une collectivité. Enfin, en fait, je m'inclus dans cette classe. Je ne suis pas au-dessus avec un savoir descendant. C'est juste que j'aime leur donner plein de clés, plein d'astuces pour apprendre à se connaître et à interagir les uns avec les autres et puis avec moi. Et donc, ça fait un peu comme un groupe qui avancent ensemble et qui osent dire là ça va pas, là ta séance maîtresse c'était moyen, voilà, il y a tout de suite des choses qui vont se dire mais productives et moi je les accepte aussi. C'était pas top là, ah bah oui là on s'est un peu ennuyé, ok bah je prends note, voilà, tout est dans aussi comment on appréhende toutes ces individualités sous forme d'un collectif. Ouais. C'est remettre un petit peu d'horizontalité, peut-être dans la relation, créer aussi de la connivence et puis de faire en sorte que les élèves ils se sentent dans un cadre où ça leur permette à la fois de recevoir les feedbacks ou de les donner. Ça veut pas dire que du coup les choses elles se font. J'anticipe un peu les craintes peut-être de certains collègues, mais qu'on en perd notre autorité ou notre responsabilité dans la classe. Au contraire, du coup, ça nous décharge un peu d'une certaine responsabilité sur certaines choses qui devient partagée. Et en même temps, on reste enseignant de la classe. Donc, Oui, tout à fait. Et aussi, dans ma préparation, je pense que c'est lié, mais je me suis aussi vue aller chercher plein de manières différentes de proposer des séances ou des modalités d'apprentissage aux enfants en me disant ok donc là ils sont tous différents, ils ont tous des façons d'apprendre différentes, des façons de ressentir qui vont pas être les mêmes pour tous et donc je vais aller chercher plein d'approches différentes et en fait ça permet de toujours avoir un renouvellement et voilà des nouveautés, des choses qui vont pimper l'enseignement tout en gardant malgré tout un cadre qui est très c'est très cadré, c'est très ritualisé dans ma classe, mais au sein de ce cadre, il va y avoir des choses qui vont apporter de la nouveauté et du coup motiver les enfants. Et j'ai envie de dire que en fait, ça fait partie du cadre. C'est-à-dire que le cadre qui permet aux élèves d'apprendre et toi, c'est le relationnel, c'est peut-être la ritualisation, la rigueur aussi, la visibilité qu'ils peuvent avoir sur comment ça se passe, ce qui va se passer, le fait de savoir
qu'on peut échanger, qu'on peut se dire les choses, qu'il y a des choses qui sont négociables et peut-être d'autres qui le sont moins, mais que ce soit lisible pour tout le monde. Et du coup, ça fait partie du cadre. Parfois, on a un peu l'impression que le cadre, c'est forcément quelque chose de rigide et de pas toujours très agréable. Ce qui fait que des fois, les enseignants ont du mal à incarner ce cadre et à le poser parce qu'ils se disent si je pose du cadre, je vais être méchante ou méchant. Alors qu'en fait, non, le cadre, en fait, c'est pouvoir être assez cadrant sur certaines choses. Ça peut être sur le temps, ça peut être sur certaines règles, etc. Et en même temps, pouvoir mettre de la souplesse là où il y en a besoin et de l'adaptabilité là où il y en a besoin aussi. Oui, parce que finalement, pour les enfants, le cadre est rassurant. Donc, exactement. On en a besoin. Et c'est aussi important pour moi d'expliciter ces compétences. Donc, en classe, je vais être vraiment transparente. On va travailler ces compétences-là. Donc, moi, je dis soft skills en classe. C'est des compétences qui vont vous servir de maintenant jusqu'à la fin de votre vie, qui vont vous servir pour être bien avec vous-même, pour vous accepter, pour vous connaître, pour être ensuite bien avec les autres, dans vos relations avec les autres, dans votre parcours scolaire et dans votre milieu professionnel, parce qu'on parle de ces compétences dans le milieu professionnel. Et je trouve que ça, pour les enfants, c'est hyper fascinant, parce que du coup, c'est quelque chose dont ils vont avoir besoin de toute leur vie. Et sur plein d'aspects différents, privés, familial, public, etc. Et puis ça a aussi l'avantage de revaloriser aussi certaines compétences qu'ils ont déjà et qu'ils maîtrisent déjà. Quand on va les lister et quand on en parle avec les élèves, il y en a qui sont déjà hyper avancés, qui ont une certaine maîtrise de, par exemple, pouvoir résoudre un conflit ou pouvoir planifier ou pouvoir anticiper ou pouvoir gérer ses émotions ou pouvoir faire preuve d'empathie. Tout ça, il y a des élèves qui sont avancés là-dessus, moins sur des compétences disciplinaires, ce qui peut affecter leur estime d'eux-mêmes et leur vision, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, alors que quand on arrive à mettre des mots sur ces compétences-là, c'est important. Et comment tu fais pour les expliciter ? Tu disais que tu leur en parles. Est-ce que tu as un affichage dans la classe ou est-ce qu'ils les connaissent ? Ils ont un référentiel Alors du coup, une des séquences que j'aime bien mettre en place et qui a été faite par Scolavie et qui est dans l'ouvrage de Retz, c'est sur les forces de caractère. Parce que c'est quelque chose qu'on peut aller relier à plein d'autres domaines après. Donc les forces de caractère, il y en a beaucoup, je crois une vingtaine, il me semble. L'amour de l'apprentissage, l'amitié, la capacité à leader un groupe, etc. Et donc, on va faire plusieurs séances dessus. Les enfants adorent ça. Et ensuite, ces forces de caractère, elles sont sous forme de porte-clés. Et donc, elles sont en classe, je les laisse, il y a 5 jeux de porte-clés qui restent disponibles. Ensuite, il y a un petit affichage sur les accords Toltec qui ont sorti un petit jeu pour les enfants. Et donc, on lit une carte par semaine et puis on débat, ça prend 5 minutes. Et c'est toujours sur des choses qui vraiment font écho chez les enfants. Et donc ça reste aussi sur la porte de classe. Moi, je me dis aussi, ce qui pourrait être intéressant, peut-être pour les collègues qui écoutent, c'est ne serait-ce que de partir des 10 compétences, grandes compétences psychosociales, et en fait, déjà d'avoir un affichage comme ça dans la classe, visible, pour pouvoir s'y référer à chaque séance, et pouvoir se dire, voilà, là, je sais pas, j'ai n'importe quoi, on commence une séance d'histoire sur Charlemagne, mais dans cette séance-là, on va faire de l'étude de documents, et vous allez travailler par 2, et du coup, en termes de compétences psychosociales ou de soft skills, etc., on va développer celle-ci où vous allez avoir besoin de ça et ça, ou vous allez développer ça et ça. Et du coup, d'avoir cet affichage présent avec les compétences et pouvoir éventuellement imaginer... peut-être garder trace de quand à quelle occasion on en a eu besoin ou à quelle occasion on a progressé là-dessus, et ça permet aussi de rendre explicite les choses et de pouvoir le faire aussi de manière transdisciplinaire. C'est-à-dire que les compétences psychosociales, il y a le fait de les utiliser, de les gérer, de les mobiliser, de les développer dans des situations de vie qu'on rencontre au quotidien. Donc, je sais pas, quand il y a un conflit en récréation, on va aller mobiliser certaines compétences psychosociales, et c'est intéressant dans ces moments-là de pouvoir les identifier. Je sais pas, à la fin de résolution de conflit, de dire, tu vois, regarde là, t'as fait preuve d'empathie là quand on a fait ça, etc. Voilà. Il y a faire des séances, comme tu disais, sur les forces de caractère, par exemple, où
du coup, l'objectif de la séance, c'est de développer une des compétences psychosociales qui existent. Et puis, il y a ce troisième aspect de se dire, même dans le reste, puisqu'on les utilise tout le temps, même dans nos séances disciplinaires, on gagnerait à expliciter lesquelles on utilise, on développe ou on mobilise dans le cadre d'une séance de maths, d'une séance d'histoire, d'une séance de sciences. Oui, ce sera un réinvestissement de... Ouais. Tu nous as parlé là, des petits porte-clés, tes affichages. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres affichages en classe spécifiquement dédiés aux compétences psychosociales? Donc, les enfants ont un petit cahier qui s'appelle Bien-être et vivre ensemble. Donc en fait, tous les lundis matins, je commence ma semaine par un rituel autour des soft skills. Donc ça s'appelle soft skills. Et avant, l'année dernière, j'essayais de réfléchir à des questions que je pouvais leur poser. Et en fait, cette année, j'ai vraiment fait une grosse progression en m'aidant de ce que j'avais fait l'année dernière. Et donc, par exemple, le lundi matin, ils vont avoir une question qu'est-ce qui te motive en classe? Donc, ils ont à chaque fois des petits papiers. Et donc, il y a une phase individuelle où ils vont rédiger leurs réponses. Bien sûr, je ne corrige pas l'orthographe. Mon but, c'est pas l'orthographe. Là, c'est vraiment leur pensée. Et ensuite, il y a une phase à l'oral collective où les enfants vont partager ce qu'ils ont écrit. Et ça donne souvent lieu à des débats, des discussions hyper intéressantes sur moi, ce qui me motive en classe, c'est quand je réussis. Ok. Donc ça veut dire que la réussite amène ta motivation. C'est super. Mais du coup, quand tu réussis pas, comment ramener de la motivation? Enfin voilà. Et ça donne vraiment des clés. Ça rend explicite certains processus mentaux et qui font vraiment référence aux neurosciences et qui sont passionnantes aussi pour les enfants où ils disent du coup ça c'est pas les maths, j'aime pas ça, mais parce que pour l'instant j'ai pas réussi, mais peut-être que si j'expérimente une réussite, ça va me remotiver et je vais aimer ça. Donc il y a certaines choses qui se débloquent aussi via les soft skills. Génial. Et du coup, toutes ces petites fiches sont collées dans leur cahier. Et en fait, j'aime bien leur dire si t'as fini d'écrire ton petit je me sens en confiance quand, tu le colles, tu colories, je mets toujours des petits dessins, et par contre tu vas aller relire tout ce que tu as écrit depuis le début de l'année dans ton cahier. Tu vas voir si c'est toujours pareil, si tu veux rajouter des choses. Et c'est un petit temps aussi comme ça individuel sur soi. Et puis ça parle d'eux, ça parle de leur manière d'être et de faire. Et en général, ils aiment bien aller regarder ce petit cahier. Et à l'intérieur, je mets aussi les mood trackers. Donc tout ce travail autour des émotions. Très intéressant. Et une collègue sur Instagram me disait « Mais pourquoi tu fais ton mood tracker le matin? Je comprends pas trop. Pourquoi tu le fais pas en fin de journée ?» Et en fait, pour moi, on arrive en classe et on va poser son émotion maintenant. Et ça vaut pour les émotions plutôt négatives. Et au moins, elle est posée, elle est sortie et je peux passer à autre chose. C'est pour ça que je le fais le matin. Et en fait, pour le premier mood tracker qu'on va faire, les enfants, l'année dernière, ont tout de suite dit les 5 émotions les plus classiques, quoi. Donc la tristesse, la peur, la colère, la joie et le dégoût. Et donc ensuite, il y a un code couleur et chaque matin, ils vont colorier le petit jour. Le cahier reste ouvert et moi, pendant l'accueil, je me balade et je vais aller regarder. Et quand je vois des couleurs comme la colère ou la tristesse, je vais aller les voir. Et je vais leur dire, est-ce que tu veux en parler? Oui, ils vont m'expliquer. On va prendre, 1 minute pour dérouler. Ou non. Mais au moins, l'enfant, il sait que ça a été vu. Moi, je sais ce qui se passe pour lui et je vais être plus attentive à ça. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que le mois d'après, les enfants m'ont dit, oui, mais ça va pas du tout les émotions maîtresses parce qu'en fait, on n'est jamais dégoûté quand on vient à l'école, ou très rarement. Et puis finalement, on a une émotion, mais on l'avait pas, on est bien, mais on n'est pas joyeux. Et du coup, la sérénité était arrivée. Et une autre émotion m'avait dit, oui, mais des fois, moi, je suis comme ça, tout foufou, mais je suis ni en colère, ni joyeux. T'es excitée. Ah oui, voilà. Et donc, on avait mis l'excitation. Et en fait, ce qui était hyper drôle, c'était que majoritairement, ils arrivaient soit tous sereins, soit beaucoup excités. Et dans l'excitation, nous, c'est pas une émotion qu'on ressent beaucoup en tant qu'adulte, l'excitation. Alors que les enfants, ils sont tout le temps excités. Ils sont excités parce qu'aujourd'hui, il y a une sortie, aujourd'hui, il y a la piscine, ce soir, je vois mamie, ce soir, je vais au sport, et puis demain, c'est le week-end, et puis on va faire un goûter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils arrivaient tous excités avec cette énergie de surplus, là, qui fait que parfois, on a du mal à récupérer tout le monde, mais qu'en fait, c'est hyper positif parce que c'est majoritairement de l'excitation qui fait référence à la joie. Et le fait, pareil, de transmettre ça, de dire « moi, je suis trop excitée, maîtresse, parce que je vois ma mamie ce soir », pareil, ça... Il y a quelque chose qui redescend chez les enfants et donc on arrive sur un départ de classe un peu plus serein.
Et donc les mood trackers sont aussi relayés dedans. Et puis ça permet d'apporter de la nuance. Et moi je me souviens d'élèves par exemple qui étaient hyper binaires dans leurs émotions. C'est soit je suis contente, soit je suis hyper en colère, et qui avaient du coup du mal à gérer ça. Et d'apporter de la nuance, d'apporter des mots pour parler de cette nuance. Parce que c'est vrai qu'il y a un premier pas depuis quelques années de se dire on travaille sur les émotions, mais il y a quelque chose, des fois, j'en discutais il y a pas longtemps avec ma sœur, c'était rigolo, la semaine dernière, où un côté où on se dit ok, on travaille sur les émotions, mais en fait, c'est quoi le but ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que si c'est juste avoir plein de vocabulaire, c'est pas tout à fait, c'est pas le plus efficace. Et du coup, de pouvoir se dire, oui, en fait, c'est pouvoir les identifier. Des fois, c'est comme le stress ou ça va dans la conscience de soi, en fait. De pouvoir se dire, ah oui, là j'ai un mot à mettre sur ce que je ressens maintenant, et du coup ça m'aide aussi à le ressentir. Et donc peut-être du coup à le ressentir, à pouvoir prendre un peu de distance aussi avec l'émotion. Et par rapport au mood tracker, ce qui est intéressant aussi, c'est dans tout ce qui est tracker, les trackers d'habitude, etc. Donc là, le mood tracker, c'est pour traquer, avoir un suivi de tes humeurs, mais on pourrait l'imaginer pour autre chose. C'est le fait aussi de s'apporter à soi du feedback. De pouvoir, soit du feedback en temps réel, comme là le fait de prendre conscience de son émotion, soit du feedback sur la durée, de pouvoir se dire, je dis n'importe quoi, mais par exemple quelqu'un qui dirait ouais, moi de toute façon je suis quelqu'un de triste et de déprimé, tu reprends ton mood tracker, tu dis c'est marrant parce que regarde, les couleurs elles disent pas tout à fait ça. Objectivement, ça objective un peu les données, c'est-à-dire que objectivement, regarde, sur un mois t'as quand même été plutôt content d'arriver en classe les 3/4 du temps. Et donc du coup c'est intéressant pour ça. Je trouve que c'est intéressant de mettre du sens aussi sur les outils, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire oh, mood tracker c'est trop sympa, viens on le fait. Et puis en fait les élèves, toi là t'as découlé t'as décliné tout ce que tu fais avec, et ça évite de tomber dans j'ai un outil, je trouve ça sympa, j'ai vu ça sur Instagram, il y a une nana qui le fait et tout, ça a l'air trop bien, je photocopie le truc, je le fais, et les élèves, tu sais, ça me fait penser à la météo le matin, ou au rituel sur le temps, des fois qu'on fait. Je me souviens quand moi j'avais des CE1, au bout d'un moment, il y avait, je saurais plus dire. Oui, les élèves, ils avaient leur calendrier, puis tous les jours, ils devaient barrer le jour. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi je fais ça ? À quoi ça sert ? Ils ouvrent leur cahier, ils font une croix sur à côté de la croix d'à côté. En quoi ça construit le temps ? Et donc là, sur le mood tracker, c'est pareil, c'est de se dire, moi, c'est pas juste le petit rituel. On arrive le matin, ouvrez votre cahier, ça y est, vous avez mis votre couleur, vous sortez votre cahier du jour maintenant. C'est ça. Non. Tu vois ? Non, puis en plus, ça permet de rendre visible aux enfants que l'émotion, ils la ressentent, mais il y a un besoin derrière, en fait. Il faut prendre conscience de l'émotion et ensuite traiter le besoin. Et l'excitation, c'était vraiment ça. C'est en gros l'excitation qui va être une expansion de la joie très très forte. En fait, le besoin, c'est quoi ? C'est juste de partager. Donc une fois que l'enfant va me dire en fait, je suis trop content parce que ce soir, c'est mon anniversaire et on va au restaurant, finalement, son besoin, il est assouvi, et il va pouvoir redescendre et passer à une autre émotion plutôt sereine et disponible pour les apprentissages. Et ce que tu dis, ça me fait repenser encore à cette idée de mettre du sens, parce que j'y tiens, c'est un peu mon dada, mettre du sens et des explications surtout. Parfois je suis même un peu pénible avec ça. Mais ça me fait penser, tu vois, tous les petits rituels qu'il peut y avoir, de quoi de neuf, etc. De humeur du jour, où on partage, ou les petits panneaux avec les émotions. En fait, si ça reste juste des outils, ça sert à rien. Faire le quoi de neuf, histoire de faire le quoi de neuf, ça sert à rien. Par contre, si on sait quelle intention on met derrière, soit on le fait le quoi de neuf parce qu'on veut faire parler nos élèves, et du coup, on va aller dans ce sens-là et gérer la séance de cette façon-là. Soit, justement, comme là, tu viens de le dire, ça permet de faire retomber un peu les choses de l'extérieur, les choses que les élèves amènent de la maison, et toi de prendre des indices sur comment arrivent tes élèves pour mieux te caler. Parce que quand t'as un élève qui arrive, il s'est levé, on l'a pressé, il n'a pas eu le temps de finir son petit-déj, il s'est pris une soufflante par son père, son machin, il arrive, et puis toi t'arrives, tu sais pas ça, et t'en rajoutes une petite couche avec une petite remarque de rien du tout, et ça explose, et du coup, ça peut prendre des proportions, alors qu'en fait, juste en prenant l'info, finalement,
je sais pas, je suis hyper énervée. Ah ouais, t'es énervée, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce matin, il y a rien qui va, tout le monde me tombe dessus, etc. Du coup, tu redescends. Ok. Bon, t'as besoin de quoi là? Et c'est ça, c'est de se dire, on a des outils, mais ils doivent servir aux élèves et te servir à toi. Et si c'est juste un outil qui est joli et qui est ritualisé, et qu'on fait tous les jours, mais on sait pas pourquoi. On va peut-être, on va s'enfronter au fait que ça ne marchera pas en tant qu'enseignant. C'est ça. Non, c'est génial. T'as d'autres choses, d'autres outils, d'autres affichages? Les blobtries aussi. On voit un peu passer sur Instagram, qu'on trouve facilement sur Google avec par exemple un arbre et puis plein de petits personnages dans des positions différentes. Un qui est tout en haut avec les muscles sortis, 2, 3 qui sont côte à côte regroupés, un qui est en bas qui boude. Il y a un numéro sur chaque personnage et les enfants vont devoir choisir un numéro et dire moi je m'identifie à ce personnage maintenant et pourquoi. Et donc pareil, on va en discuter un petit peu et pareil, ça permet de voir aussi les appétences de certains qui vont être vraiment dans l'amitié, le collectif, qui vont avoir besoin de ça, vraiment. Et d'autres non, qui vont plutôt être des solitaires ou qui vont plutôt se concentrer en étant seuls et pas en travaillant à plusieurs. Donc ça donne aussi plein d'indications, plein d'informations sur les enfants. En tant qu'enseignant, c'est hyper intéressant. Ouais. Et c'est aussi du coup de la connaissance des élèves pour l'enseignant, de la connaissance de soi pour l'élève et de la connaissance des autres. Parce que quand on partage, du coup, c'est aussi le moment où on va découvrir que on n'est pas le seul à ressentir certaines choses ou à vivre certaines choses, ou alors de se dire mince, il y a des gens qui vivent ça et qui ressentent ça et moi je le ressens jamais. Ou même sur les blobtries, ce qui est bien, c'est que un même personnage va être comme dans les photolangages, va être interprété de manière différente par des élèves. Moi, j'utilise souvent soit les blobtries, soit des photos, etc. en formation, dans les coachings collectifs, on peut faire ça, ou coaching d'équipe et tout. Et ça, c'est trop drôle, quoi, de se dire... moi je suis le personnage 2 parce que en fait je suis hyper content donc je suis en haut de l'arbre et puis je vois tout, je sais pas quoi, et l'autre dit moi j'ai aussi choisi le personnage 2 mais c'est parce que j'ai besoin d'être tout seul donc je vais tout en haut de l'arbre et voilà, donc génial. D'autres choses, toujours au sein de ce cahier, il va y avoir le journal de gratitude aussi qui a très bien marché auprès des enfants. Donc pareil, sur le site de Scolavi, il y a tout plein de ressources qui peuvent introduire une séance autour de ce que c'est que la gratitude. Et ensuite, je l'avais proposé pendant les vacances. Donc ils prennent leur cahier à la maison et je leur avais dit tous les soirs, vous notez une gratitude. Et il y a des enfants qui... Donc, à la rentrée, ils posent le cahier sur la table. Moi, j'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai pas tout lu en détail parce que ça leur appartient aussi. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui en avaient mis des tartines, mais pas qu'une tous les jours. C'était un roman, quoi. Et on sentait que certains avaient beaucoup apprécié ça. Et les vacances d'après me l'avaient dit, mais t'as pas mis le journal de gratitude, on peut quand même le faire bien sûr, parce que c'est les 3 kiffs par jour, c'est en tant qu'adulte aussi, c'est hyper important de se dire, ma journée... je rentre, je suis fatiguée, ça me saoule, et de se poser et de dire il y a quand même quelque chose qui s'est bien passé, d'aller le chercher, et en fait de se dire ok, il y a eu ça, et rien que de penser à cet événement, ça balaye un peu le reste, parce que finalement dans nos journées, notre cerveau garde un peu le négatif, le triste, donc il faut faire remonter en haut de la pile le positif. Les enfants avaient beaucoup apprécié. Ouais, c'est puissant aussi pour nous en tant qu'enseignants. On en a parlé tout à l'heure un peu quand on préparait l'épisode, mais de pouvoir voir aussi ce qui nous rend heureux, pourquoi on est reconnaissant dans nos journées. Et parfois, c'est des petites choses. Et c'est, comme tu le dis, encore plus important les jours ou les périodes où ça va pas. Ça fait vraiment du bien et ça permet de sortir de l'insatisfaction perpétuelle. Moi, j'ai beaucoup fait ça pendant mon burn-out. Et du coup, de pouvoir retrouver un peu de satisfaction. Des fois, c'est des trucs... infime. J'ai réussi à faire ma machine aujourd'hui. Mais trop reconnaissante parce qu'il y a Charlot qui m'a tenu la porte alors que je croyais qu'il me parlait plus. On a ça. Donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, le rituel du lundi matin sur les soft skills, c'est très institutionnalisé. Enfin, c'est tous les lundis matins. Et ensuite, il y a tout plein de petites choses que je vais glisser sur mon année.
Et donc j'ai fait une programmation cette année parce que je voulais ne rien oublier en fait de tout ça, mais je me laisse bien sûr la possibilité de switcher ou de me dire bon bah là je sens que en classe il y a pas mal de conflits, c'est pas hyper, il y a pas un climat de classe serein, on manque de collectif, et d'aller mettre des petites activités comme le copain mystère, piocher le nom d'un camarade, et puis pendant une semaine faire plein de petites attentions envers cet enfant. Donc ça va être, je sais pas, glisser des petits mots, proposer de l'aide, inviter à un jeu, et sans se faire démasquer. Et puis en fin de semaine, révéler, dire je pense que c'est toi. Et puis rien que ces activités-là, c'est que de la bienveillance, c'est que du positif, et donc ça n'apporte que du positif, et ça relie les enfants entre eux. Ou ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui comme moi aiment lèvent le doigt. Et ce qui est très drôle, c'est de voir effectivement les enfants qui n'ont pas d'affinité a priori entre eux se reconnaître, et particulièrement dans des situations familiales. Ah, toi aussi tes parents sont séparés, je savais pas. Ou toi aussi t'es fils unique, ou toi aussi t'aimes ça, les mangas, moi aussi j'adore. Et de faire des liens comme ça, de créer des passerelles entre les enfants, et de pareil, de pousser le collectif. Et de se rendre compte qu'il y a plus de choses qui nous lient que de choses qui nous séparent, sauf qu'on focalise des fois sur ce qui nous sépare, et quand on retrouve un peu de lien, ça fait du bien entre élèves, entre adultes. Donc moi je repense à ton journal de gratitude là, et je me souviens qu'en classe je commençais toujours mes temps de régulation, mes conseils de classe hebdomadaires, par un tour de gratitude, justement. Et où tous les élèves devaient trouver un remerciement à quelqu'un d'autre, par contre, de gratitude vis-à-vis d'un camarade. Et du coup, ils creusaient. Et des fois, c'était des petits trucs tout simples, comme je remercie Mehdi de m'avoir prêté son stylo vert mardi. Et en fait, ça contribuait aussi... donc à mettre une bonne ambiance, à se sentir bien, mais aussi à encourager les élèves à refaire ces petites choses. C'est-à-dire que peut-être que Mehdi ne s'était pas rendu compte à quel point ça faisait plaisir quand il prêtait son stylo vert, et que du coup ça va aussi le soutenir et l'encourager dans cette petite action, et en prendre conscience, à ressentir sur le moment de la satisfaction, de dire moi je te prête mon stylo vert avec plaisir. Donc, c'est facile d'informer les gens quand on n'est pas content, quand on est en colère, ou tout ça sort très facilement et c'est très visible, alors que des petites attentions, c'est moins visible. Et du coup, le rendre visible aux enfants, c'est tellement gratifiant, effectivement, pour les deux parties. Et du coup, moi, je fais le conseil de classe coopératif dans ma classe, donc ils ont la petite boîte avec j'ai un problème, je veux parler de quelque chose et je remercie. Mais j'ai aussi mis une petite boîte aux lettres, pour encourager ça aussi, à laisser des petits mots, à laisser des petits dessins, à n'importe qui. Et si les enfants m'en font, parce que des fois j'en ai, il suffit de mettre le prénom, je réponds toujours. Je leur dis merci, mais je remets quelque chose dans la boîte aux lettres. Et on sent que les enfants, ils sont hyper réceptifs à ça, à ces petites attentions et à ces petits moments aussi particuliers avec l'enseignant. Ouais, tout à fait. C'est top. Est-ce qu'il y a quelques... Si on prend un peu de recul, de hauteur, est-ce qu'il y a des idées, des principes ou des écueils que tu aimerais partager avec les collègues concernant les compétences psychosociales ? Oui, ça pourrait être... oui, mais alors je le case où dans mon emploi du temps, ça ? Parce qu'on a beaucoup d'heures, beaucoup d'apprentissage, et ça peut vite passer à l'as en se disant « mais c'est super, ça a l'air top, mais j'ai mes maths et mon français, il faut que j'avance ». Donc c'est de dire que moi, en tout cas, je le fais rentrer dans l'éducation morale et civique en plein dedans, et que c'est vraiment du temps, même pas perdu, c'est vraiment du temps dédié qui va servir vraiment de tremplin à tout le reste, qui va permettre vraiment aux enfants d'être disponibles et de ne plus avoir ces phases où on prend du temps, où ça avance pas et où on se dit mais pourquoi ? Non, en fait, le fait de faire ça, de commencer la journée par ça, c'est vraiment un gain de temps et en plus qui prend pas beaucoup de temps, ça peut être vraiment que 5 minutes. Et c'est vraiment un plus dans l'apprentissage pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont être plus disponibles, plus motivés, plus conscients aussi de leur processus, de leur façon d'être. Donc, dans leur apprentissage, c'est qu'un bonus. Dans le climat de classe, dans leurs relations entre eux, pour moi, il n'y a que des avantages.
Et en plus, on les outille pour leur future vie d'adulte, pour leur éviter à 35 ans de se dire pourquoi ça va pas, et puis d'aller chercher soi-même les pistes, mais c'est long, et puis quand on a 35 ans, on est moins malléable. Se reprogrammer, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on est moins malléable que quand on est enfant. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment, en tout cas en tant qu'enseignante, ça a été vraiment une découverte massive qui me fait aimer à moi aussi d'aller en classe le matin et d'aller proposer des choses comme ça aux enfants. Et ce que tu disais que tu le mettais dans l'éducation civique, morale et civique, mais en fait ça peut aussi en plus rentrer dans le parcours santé, parce que finalement les compétences psychosociales, elles ont été mises en lumière par l'OMS en 93, et donc du coup certaines compétences vont plutôt être dans le parcours citoyen, parce que elles vont nous aider à grandir en tant que citoyen, à vivre avec les autres, etc. Puis il y a aussi d'autres, les compétences psychosociales, elles permettent aussi de prévenir les risques psychosociaux, et puis de les addictions, de prévenir tout un tas de choses, parce que on va être plus à même de faire face aux obstacles qu'on peut rencontrer. Et donc à ce titre, le travail explicite sur les compétences psychosociales fait partie du parcours santé des élèves. Ouais, entièrement. Et puis, si je fais mes petits rituels et qui passent par l'écrit, c'est de l'écrit. Et si je lis et si je discute ensuite, on est dans le langage. Du coup, ça rentre aussi dans plein de domaines finalement. C'est ça. Et c'est là que c'est intéressant de les utiliser en transdisciplinarité, parce que finalement, des fois, on est en train, on va chercher moult sujets pour faire des petits sujets d'écriture courts au quotidien. Là, on peut lier les deux, comme tu dis, production d'écrit. On peut se servir aussi du temps de travail, de recherche en binôme ou en groupe, en mathématiques, sur une situation problème par exemple, pour ensuite, dans le débrief, pouvoir se servir de cette situation-là pour dire alors, du coup, par rapport au travail de groupe et à ce qui s'est passé, comment on fait, comment on retravaille dessus. Donc en fait, elles sont partout, de toute façon. Oui. Ouais. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on pourrait encore trouver des choses et créer, y avoir des idées, parler des compétences psychosociales. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour conclure ? D'encourager vraiment tous ceux qui écoutent et toutes celles qui écoutent à aller fouiner un petit peu, regarder ce que sont les compétences psychosociales. Ce matin, je suis tombée par hasard sur un MOOC développer ses propres soft skills, nous, en tant qu'adultes. Donc soit pour soi, soit pour les élèves, mais en tout cas, d'aller y jeter un petit œil, ça vaut le coup. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, de voir un peu ce que tu proposes, ce que tu partages, comment ils peuvent le faire ? Donc Instagram, Pimp My Class, et du coup le blog aussi, même nom, Pimp My Class. Dans les deux cas, je pense que je réponds plus facilement sur Insta, mais en tout cas, je serais ravie d'échanger, de partager. Super. Merci Marie d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nous et avec les auditeurs et les auditrices. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter au micro d'autres sujets. Et puis, au revoir, merci. Merci à toi. Au revoir. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et sachez que sur Spotify, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si le sujet des compétences psychosociales vous intéresse et si vous vous demandez comment vous pourriez développer les vôtres, vous pouvez tout à fait me solliciter pour un coaching, et pour cela, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.